Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up NXT, le podcast qui transpire noir et or le catch. Je suis Raphaël pour analyser TakeOver 25, déjà ça ne nous rajeunit pas, c'était à Bridgeport dans le Connecticut et pour parler de ce moment historique, je suis avec Chris. Ça va Chris ? Salut Raphaël, salut peuple de Catch-Up. Eh ben, écoute, ça va bien. Une belle review qui nous attend là. Ça fait plaisir. Électrique et à la WWE, donc on va en profiter. On va en profiter, ouais. Donc, TakeOver 25, c'est la première fois depuis très longtemps. Je me demande même si c'est pas la première fois depuis toujours qu'on a un TakeOver un petit peu en milieu de saison, sans que ça soit relié à WrestleMania ou à SummerSlam ou au Royal Rumble. Hein. On se souvient que le dernier TakeOver, c'était donc 2 jours avant WrestleMania. C'est le 25e, donc ça fait 5 ans que TakeOver existe. Le tout premier TakeOver, est-ce que tu te souviens du main event, tiens, Chris ? C'était The Arrival et C'était pas Neville Bodalas ou dans un ladder match? Ah non, c'était peut-être un deuxième ça. Non, je me souviens pas. Vas-y, tu me poses une colle. Alors, je viens juste de regarder. Hein. D'après mes sources, c'était Neville contre Tyson Kidd. Ah, il y avait bien Neville, quoi. Il y avait bien Neville. Ouais. Contre Tyson Kidd, c'était, d'accord, ouais. Ok. Voilà, parce qu'on a eu un petit clip que j'ai trouvé très très émouvant, très très bien foutu sur l'histoire des NXT, donc on a vu des takeovers, pardon. Donc on a vu passer des grands noms, on a vu Becky Lynch, on a vu Kevin Owens qui détruit Sami Zayn, on a vu un petit peu Nakamura, on a vu le démon Finn Balor, on n'a pas trop vu tout ce qui était de mémoire, on n'a pas trop vu tout ce qui était les tag teams, les DIY, les Authors of Pain, tout ça, mais pourtant ils ont fait quand même les belles heures de TakeOver. Ah, bref, déjà on nous a mis dans l'ambiance avec ce petit clip et on a commencé de suite les hostilités par un très gros combat. Donc l'un des membres de l'Undisputed Era, on rappelle l'Undisputed Era, ils sont partis, ils sont 4 et ils veulent faire de 2019 leur année à NXT. Ils ont tous les 4 un match ce soir. Alors Roderick Strong d'ailleurs c'est le seul qui avait un match juste pour l'honneur, pour le prestige, pas de ceinture en jeu dans ce match, aucun des deux n'est champion. On a eu un gros affrontement. Alors Matt Riddle est beaucoup attendu au tournant, c'est une des nouvelles stars de la WWE, en tout cas NXT. Commencé par dominer la rencontre avant d'être violemment contré, voilà. Violemment contré par Roderick Strong qui l'a fait tomber sur le ring à l'extérieur des cordes, sur l'arête du ring. Ensuite, Matt Riddle, il a pu placer pas mal de... Donc on a eu un GTS par exemple, qui a été assez impressionnant et qui a été kick out. Donc voilà, on sort du GTS maintenant à la WWE. On a eu une série de descentes du coude et de coups de coude de Roderick Strong. Et on a eu de plus en plus on avançait, plus on avait des near fall, des prises qui se sont succédées, les finishers des uns et des autres. Une longue prise de soumission, donc il y a eu des Boston Crab de la part de Strong. Puis Strong a été, lui, coincé dans, je sais plus trop la prise de soumission de Matt Riddle, mais bref, en tous les cas, on avait fini par finalement une victoire de Matt Riddle, donc grâce à sa prise de finition. Donc j'ai oublié le nom là aussi, mais je vais te laisser donc la parole puisque voilà, j'ai pas toutes mes notes sur les NXT les NXT finish. En tout cas, un gros match, quasiment 15 minutes, un gros match d'ouverture, très très disputé. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ça t'a mis en appétit, Chris? Ouais. D'entrée, le pay-per-view a commencé sur des grosses bases. Un gros premier combat entre Riddle et Strong. Vraiment, je m'attendais même pas à ce qu'en fait ils envoient autant. Ouais. Ils ont eu pas mal de temps. C'était un match relativement long pour un opener et c'était vraiment du lourd. Hein. C'est fou à quel point Riddle est vraiment hyper over quoi, auprès du public. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Ouais.
Et vraiment, le bro, ça marche à fond, quoi. Le original bro, ça marche du feu de Dieu avec lui, quoi. Et puis là, il y avait de la compétition contre les deux, donc c'était bien. Même il y avait pas de ceinture en jeu, etc. Mais vraiment, je pense que au final, Strong perd, mais ça l'affaiblit pas parce que de toute manière, je crois que Riddle, il est tellement installé dans la carte là, à NXT, et puis qu'il y a ça pressent beaucoup qu'il va monter dans le main roster assez vite apparemment, Matt Riddle, quoi. Puisque Matt Riddle, je pense qu'il ferait 10 centimètres de plus. Je pense que Vince serait complètement follement amoureux de lui. Mais c'est pas tout à fait le cas. Mais ce gars a un moveset incroyable. Ce gars est vraiment, vraiment super fort dans le ring, quoi. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce match, quoi. Je cherchais le temps exact, tu vois, de ce match parce que justement, je m'étais pendant le pay-per-view, je me suis dit, ils ont du temps les deux gars, quoi. Mais j'arrive pas à trouver un timing sur les matchs. Ça viendra peut-être au fur et à mesure de la review. Ah, moi je l'ai, 14h45. Tu l'as, toi? Ah, yes, bien joué. 14h45, tu vois. Ah bah ouais, 15 minutes pour un opener, c'est du bon, quoi. Ouais. J'aurais presque. Ils ont fait un match un peu sprint. Hein. Il y a eu ça a enchaîné très très vite. On n'a pas eu de vrais moments où l'un d'entre eux domine et où l'autre est un peu, comme on a souvent, un peu groggy à terre et qu'il enchaîne les soumissions ou autre. Là, ça, il y a vraiment tout. Enfin voilà, ça passait d'une totale domination de l'un à une totale domination de l'autre. Donc limite, j'aurais presque vu plus que 15 minutes, moi, mais ouais, non, c'est. Enfin. Ah, le rythme était intense et dès le début du match, quoi. Ils se sont envoyés direct. Je pensais qu'il allait avoir un peu de. Pareil, tu vois, un peu de grappling, un peu de. Mais non, ils sont allés dans le vif du sujet. Les coups de genoux de Matt Riddle, c'est quelque chose quand même. Ouais. Et ce qui était intéressant, c'est que du coup, comme les deux sont quand même bons au sol, si tu veux, dans les phases de j'essaie de passer une soumission, non, je te reprends, je te retourne, je passe un roll-up, paf, je reprends une soumission, tu vois. Tout ça, ça allait vite et tout. Et ça, moi, j'aime bien, quoi. Tu vois, quand tu as des soumissions de 2 heures, tu vois, les gars, ils se tiennent. Et là, au moins, les gars, tu vois, on sentait qu'au sol, il y avait une bonne alchimie et qu'ils tentaient des choses. Et vraiment, c'était vraiment un combat vachement intéressant. Je suis maintenant curieux de voir Riddle un peu dans la title picture, quoi. Alors, est-ce qu'il y sera à NXT? Comment ça va se passer pour lui? Je sais pas. Mais j'aimerais bien le voir maintenant attaquer un peu des ceintures là et voir un peu comment ça va se passer avec le top de la carte de NXT à l'heure actuelle. Ah ouais, c'est l'avantage maintenant d'NXT. On va en parler d'ailleurs. Il y a 2 ceintures, donc il y en a une. Enfin, elles sont toutes les deux assez prestigieuses, donc ça peut permettre pas mal d'interactions. Oui, clairement, comme tu l'as dit, là, le masterpiece, le personnage important de l'histoire, c'est Matt Riddle. Hein, et pourtant, Roderick Strong, moi, je le trouve très très. Enfin, là, il m'a impressionné aussi. Il est c'est un très 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 bon catcheur. Matt Riddle, pour moi, c'est ce que je disais aux camarades de catch-up, c'est le match où il m'a conquis, quoi. Jusqu'à présent, je regarde pas trop les weekly de NXT. Je l'avais vu un petit peu, alors de mémoire, il avait eu un takeover peut-être contre Cassius Ohno, et ça doit être un des seuls qu'il ait fait. Je sais plus trop qui il a affronté avant. Velvet in Dream, il a affronté aussi, il me semble bien. Ah, c'est possible, ouais. Oui, d'accord. Ouais. Alors, sorry. Avant que Velvet in Dream soit North American Champion. D'accord, oui, c'est vrai, il y a peut-être eu ça. Ouais. Donc il a déjà eu quelques matchs. Mais là, je savais pas trop encore si j'adhérais au personnage et à son style. Oui, parce que Cassius Ohno, il l'avait battu en 1 seconde là, avec le coup de genou. Mais là, c'est bon, quoi. Là, il est effectivement parmi les très grands à NXT. Il va y avoir. Enfin, c'est un diamant brut encore, ouais. Ouais, moi c'est marrant parce que si tu veux, Riddle, il a une tronche, je trouve qu'il a une tronche naturelle de heel. Et il est face depuis le début, là, depuis qu'il est arrivé à NXT. Et en fait, c'est un type que moi j'adorerais voir en heel. Je suis vraiment, vraiment super curieux de le voir en heel. Parce que je me dis que en tant que babyface, souvent le moveset est un peu plus limité, etc. Alors qu'en heel, il va pouvoir donner la pleine mesure de son talent in-ring, quoi. Et je serais très curieux de le voir en heel. Mais là, si tu veux, il me va tout à fait, hein, ce premier match. Ouais. Voilà, quoi, ce premier match, chapeau, quoi. 4 étoiles et demie, quoi, tu vois. Et Roderick Strong, ben, tu vois, Roderick Strong, je le trouve bizarrement un peu effacé dans l'Undisputed Era, mais quand il est en single match, il est bon. À chaque Ouais. fois, Roderick Strong, il sort des bonnes performances en 1 contre 1, systématiquement. Donc là, t'étais sûr, en fait, avec un opener pareil, de toute façon, d'entrée, tu te mets devant le pay-per-view et tu sais que tu vas avoir un premier match solide, quoi. Là, tu as deux gros workers dans le ring, quoi. Ouais, là, le public était en feu. Après, c'est vrai que on verra un peu plus. On est un peu curieux de l'avenir de l'Undisputed Era. C'est vrai que c'est une équipe, mais on en parlera plus tard, très très ancrée à NXT
très très populaire. Il y a des t-shirts partout. Moi-même, je l'ai acheté, le Shock the System. Donc, et on verra s'ils s'installent un peu plus à NXT, même s'ils sont déjà depuis un moment. Ils sont pas tous tout jeunes. Ou si, ou s'ils vont monter. En tout cas, ouais, pour Matt Riddle, ouais, ça va être clairement dans les 2-3 ans à venir. Soit ils le font durer un petit peu à NXT pour engranger des ceintures et du capital, mais ils ont moyen de capitaliser dessus. Je vois ce que tu veux dire, ouais, il a un petit peu une tête de surfeur prétentieux là, donc on le voit bien, Ah ouais, c'est clair. Un petit côté point break là, mais point break agaçant quoi, tu vois. ouais. Et je pense que ça lui le jour où il passera heel et ça lui arrivera, et je pense qu'il sera bon. Il sera bon en heel. En tout cas, il était bon en face, c'est déjà ça. C'était parfait. Et ben écoute, on va voir si on reste dans le parfait. Alors ensuite, grosse affiche, hein, c'est les Tag Team Championship de NXT qui étaient défendus. Alors je n'ai pas suivi les weekly, donc tu vas me dire, Chris, hein, les anciens champions, c'était les fameux War Riders qui sont montés dans le main roster. Le titre était vacant là, c'est ça? Ils sont blessés peut-être? Ou est-ce qu'on a... Non, le titre était vacant. Mhm. Les War Raiders paient à leur âme, quoi, hein, parce que de toute façon, ils ont disparu du main roster aussi, quoi. Donc voilà. Et donc du coup, le titre était rendu vacant, et il y avait donc ces 4 équipes, les Street Profits, Lorcan Burch, les Forgotten Sons et l'Undisputed Era, toujours présentes, toujours fidèles au poste, qui donc s'affrontaient dans ce ladder match, quoi. Ouais, c'est vrai, tiens, moi je pensais qu'ils avaient peut-être une blessure, hein, enfin qu'un des War Riders était blessé, ce qui aurait expliqué aussi qu'ils disparaissent du main roster, mais a priori pas d'infos là-dessus. Non. En tout cas là ils sont plus là, ils sont montés à l'étage du dessus, donc ouais, comme tu l'as dit, un Street Profits, Oney Lorcan et Danny Burch, donc les deux monsieur propres, les Forgotten Sons, et dans les Disputed Era, donc c'est Bobby Fish et... Pardon? Kyle O'Reilly et Bobby Fish. Voilà, exactement. Donc là aussi, alors chrono, 21 minutes 30. Ah ouais. On a eu un énorme match des échelles. On a eu des spots de fou, je sais même plus qui est dans le spot le plus ouf, mais là il y a eu une projection là sur des échelles. Ouais, bref, c'était, il y a eu plein de trucs, hein, je sais pas tous les détailler. On a eu à un moment donné l'intervention d'un troisième larron des Forgotten Sons, donc je ne sais pas son nom, hein, tu vas me dire qui était ce monsieur. Jackson Riker. Jackson Rikers qui a réussi à prendre le dessus sur tout le monde, hein. Il est arrivé à un moment où il y avait un petit peu un temps mort, donc il a pris le dessus sur tout le monde, mais il n'a pas réussi à vraiment aider ses amis. Tout, tout a été possible, on a vu tout le monde gagner, en fait, enfin moi en tout cas j'ai vu tout le monde gagner. Et au final, c'est peut-être ceux qui avaient été le moins en vue, qui nous ont moins sauté aux yeux. C'est les Street Profits qui décrochent la ceinture, les deux ceintures. Alors j'ai pas trop compris, il y avait une histoire, on nous disait qu'il fallait que les deux décrochent les deux ceintures. Non, Non. non, je crois pas qu'il fallait qu'il monte. Bah non, parce que de toute façon, c'est Montesfort qui décroche les deux ceintures, hein, des tag team, quoi. Ouais, mais l'autre est avec lui en bas, enfin je sais plus. Ouais. Dawkins, c'est Et en bas. à ce moment-là, ouais. Ouais, bref, donc en tout cas ils sont champions, ils vont célébrer dans la foule. Alors moi j'ai découvert cette équipe, hein, avec les gobelets rouges là, qui D'accord. sont tenus par tout le monde, mais un très gros match. Alors là, encore une fois, je ne peux pas vous conseiller grand chose d'autre que de le regarder, parce que la liste des spots ça serait difficile. Moi j'étais donc globalement je découvrais pas tout le monde, mais je les vois pas souvent. C'est les deux chauves là qui m'impressionnent beaucoup, Oney Lorcan et Danny Burch. L'Undisputed Era, c'est Kelly O'Reilly, il prend toujours des spots de fou, on dirait qu'il meurt 10 fois à chaque fois. Bref, Chris, vas-y, qu'est-ce que t'en as pensé toi aussi? Déjà, Kyle O'Reilly, ouais, lui, il donne son corps à la science, hein, mais lui, s'il continue comme ça, sa carrière va pas aller très très loin, hein, parce que il fait n'importe quoi, hein, par moment, hein. Franchement, Kyle O'Reilly, il est pas très safe, hein, comme catcheur, hein. Il se retrouve en sang en plein milieu de match. T'as dit 21 minutes, donc ça veut dire qu'il a passé 10 minutes à saigner.
Ça, c'est déjà pas très, très, tu vois, c'est pas la AEW, là, tu vois, avec Ouais, Dustin Rose qui fait un blade job, là. Tu vois, là, il signe parce qu'il s'est blessé pendant un spot, quoi. ouais. Et Kyle O'Reilly, c'est pas la première fois que ça arrive avec lui. Franchement, ce gars, il est incroyable, mais Là, moi, c'est un chien fou, quoi, un peu. il Hein. va falloir qu'il fasse un choix sur la longueur de sa carrière, parce que là, De sa vie, ouais. ouais, de sa vie, ouais. Jackson Riker, en fait, c'est un ancien de la TNA, pour ceux qui avaient suivi un peu la TNA. Et qui est donc vachement impressionnant physiquement, quoi, mais qui est un peu lent voilà, et qui donc fait effectivement, comme tu l'as dit, une grosse intervention pendant le combat, mais finalement c'est sans succès et il s'en prend plein la tronche derrière. Il prend une série d'écrabouillages d'échelles assez saignants. Après le match en lui-même, écoute, était plutôt pas mal. Les quatre équipes ont bien donné. J'ai bien aimé le finish parce que Dawkins il vient mettre un spear sous l'échelle à la fin, Ouais. éliminer le premier Forgotten Son, le deuxième Wesley Blake il monte. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que si tu veux pour un match des échelles, c'est que ça a pas mis de plomb en haut de l'échelle. Est-ce qu'on se met un coup, on met un coup, Ah etc. oui, non. Tedford il a sauté de la troisième corde là, du turnbuckle, il a atterri et direct il a mis une grosse droite. Voilà ce qu'il fallait faire. Et l'autre, pour moi, le Forgotten Son, il sail parfaitement. Voilà, il prend la droite, mais il tombe direct, il s'effondre direct, quoi. Tu vois, il n'y a pas de. Et j'ai trouvé que c'était un très bon finish pour un ladder match, quoi. J'aime bien quand ça se termine comme ça, quoi. Le match, il était de grosse qualité quand même. Hein. Il était. Il y a eu tout un tas de spots. C'était pas des ladder matchs, on en a vu pas mal maintenant à la WWE, donc Oui. j'en ai plein dans ma tête qui sont, tu vois, historiques, qui sont que ceci, qui sont cela. Donc c'était un match hyper solide de ladder match avec un bon finish. Et du coup, alors pour parler des vainqueurs maintenant, puisque Ouais. toi tu les connais pas trop. Et non. Alors, comme je suis les weekly de NXT, donc ce qui est vachement intéressant avec les Street Profits, c'est que ces deux gars-là, quand ils ont commencé à NXT, ils ont beaucoup jobé au début. Mhm. Beaucoup jobé, ils ont beaucoup servi la soupe aux têtes d'affiche de la Tag Team Division de NXT. Et puis ils ont grimpé petit à petit, ils ont bénéficié de certaines montées. Je pense aux montées des Authors of Pain, aussi qui ont disparu. Coucou, alerte enlèvement pour les Authors of Pain. Tu vois, ils ont bénéficié un petit peu comme ça de la montée dans le main roster de 2-3 équipes, et puis petit à petit, ils ont commencé à gagner des matchs. Ils ont fait un premier, je crois qu'ils avaient participé à un premier takeover dans un match sans ceinture ou un truc comme ça, ou un match à plusieurs, je sais plus. Et là, du coup, ils gagnent. Voilà, en étant peut-être que la Undisputed Era apparaissait peut-être comme des favoris à ce match-là. Et c'est les Street Profits qui gagnent, donc c'est plus, on va dire plutôt des outsiders, mais qu'on fait un beau combat et avec avec un finish super. Et j'ai trouvé ça plutôt mérité. C'était un... Ouais. Ouais. Juste là-dessus, ouais, sur la célébration. Alors, si tu veux, l'histoire des Globeless, c'est parce que ça fait quasiment presque depuis le début de leur gimmick. Au début, Montesford, il arrivait avec un truc de café. Et puis, en fait, ils ont transformé ça. Ils ont pris le fameux gobelet rouge qui est l'emblème de la fête aux États-Unis, quoi. Ouais. Et petit à petit, donc ils sont passés au gobelet rouge. Et ils ont été heal, quoi. D'ailleurs, toute leur période jobber, ils ont été pas mal heal. Et puis ils se sont passés face. Et puis maintenant, ils sont devenus complètement face. Et effectivement, le gobelet rouge est devenu leur signe de ralliement. Et puis, bah écoute, si tu les connais pas beaucoup, si tu les as pas beaucoup vus, si tu les as vus là juste sur ce ladder match, tu as pu quand même voir qu'ils sont bien athlétiques, en particulier Montesford. Et Dawkins, c'est plus dans la puissance. Et d'ailleurs, son spear à la fin est quand même un très joli spear, ma foi. Oui. Et donc, c'est quand même deux gars, tu vois, qui dans le ring sont solides à mon goût, quoi. Ah oui, là, il y a une très bonne prestation de tout le monde, mais c'est vrai que la lecture du match les a fait apparaître un petit peu moins favoris. Enfin, ils ont moins de gros spots que d'autres, mais tout le monde a très bien joué le truc. Alors, si je me trompe pas, il y avait que l'Undisputed Era qui avait déjà eu ce titre, non? Ils les ont jamais eu, les Duncan et Burt Shrine et les Forgotten Son. Non, aucun l'avait. Après, les Street Profits, il faudrait regarder dans les archives, mes amis, peuple de catch-up, là. Mais il me semble que les Street Profits, par contre, ça doit être la première équipe afro-américaine championne tag team à NXT. Ah, Il faudrait vérifier ça, c'est fort probable parce que soit la première équipe afro-américaine qui remporte le titre majeur par équipe de NXT. c'est Je
pense à ça maintenant, là, ça me traverse l'esprit parce qu'on n'a même pas parlé de ça en commençant la review, mais il faut quand même signaler le public, quoi. Ah bah oui. On en a même pas parlé pendant Riddle Strong, etc. Mais le public dans les 2 premiers matchs, là, déjà d'entrée, quoi, le public, il était quand même, mais au taquet de chez Ah taquet, bah, ouais. taquet, quoi. Et ça, alors là, dans les takeovers, c'est vraiment un bonheur. Tu m'étonnes. On va en reparler, je pense, en ambiance finale. Hein, mais ouais, on a des chants NXT, évidemment. Des chants. Ouais, Ils ont plein de chants différents. Enfin, oui. les NXT fans, là, c'est vraiment quand même du lourd. Hein. Les Mamma Mia, tout ça. Si je pouvais me téléporter, tu vois, j'aimerais aller à Full Sail ou à un pay-per-view takeover et être dans le public d'un takeover parce que ça doit être quelque chose d'assez incroyable à vivre. Oui, je pense aussi, ouais. Ben justement, puisqu'on parle d'NXT et que c'est les 25, c'est pas les 25 ans, mais c'est le 25e takeover, et ben ces derniers temps, on a vu revenir aussi certaines vieilles gloires de NXT. Alors pas beaucoup, ça s'est pas beaucoup fait, hein, mais là, il y a quand même un personnage qui a fait les grandes heures de NXT qui est de retour, c'est Tyler Breeze, Prince Pretty lui-même, et lui c'est vraiment un pur produit NXT, hein, le roi du selfie qui est parti ensuite dans le main roster avec Fandango pour créer donc la Fashion Police. Ils ont eu leur bon moment aussi, ils ont eu leur vignette hilarante à une époque et leurs enquêtes. Bon, ils sont tombés un petit peu dans l'oubli. Fandango est toujours blessé d'ailleurs, je pense, de mémoire. Ouais, toujours blessé. Et Tyler Breeze en solo, bah, il fait pas grand chose. Donc le revoilà NXT et il est venu provoquer Velveteen Dream et ils ont un match tous les deux ce soir pour le titre, pour le championnat nord-américain de NXT, donc l'autre titre en solo de la division jaune et noire. Clairement, voilà, c'était l'histoire bah, c'est un peu voilà, c'est l'histoire qu'on nous raconte. C'est Tyler Breeze, il est passé par ce que connaît Velveteen Dream, c'est-à-dire un peu la gloire avec un personnage assez narcissique à NXT. Et là, Tyler Breeze, il dit mais tout le monde va s'en foutre de toi. Et un peu le côté amer du mec qui est passé, qui s'est raté dans le main roster. Et Velveteen Dream, lui, il dit qu'il est la version améliorée, la version improved. Donc il y a une histoire, là, il y a une tension entre le vétéran et le petit jeune. Et dans le match, on sent, là, il y a une psychologie, notamment Velveteen Dream, qui est très, qui est un acteur incroyable. Enfin voilà, c'est un athlète formidable, mais il ne fait pas de match juste sportivement parlant. Velveteen Dream, il parle, il cause, il interpelle, et là, ben, il va aller quand même jusqu'à aller loin la provoque, hein, puisqu'il va taper Tyler Breeze à l'extérieur du ring devant la table des commentateurs, et il va lui prendre son téléphone portable pour faire un selfie. Et alors c'est magique puisque le téléphone de Tyler Breeze il est directement relié à l'écran géant du Titantron. Donc il fait un selfie avec Tyler Breeze, et gros geek, KO sur la table avec le titre en plus en jeu. Mais c'est en péché d'orgueil à la WWE, c'est pas très bien, hein, donc il va se faire contrer ensuite évidemment dans la foulée. Bon, on a un gros match entre les deux, très attendu. Tyler Breeze va réussir à placer. Non, c'est Velveteen Dream qui va réussir à placer la prise de finition de Tyler Breeze, donc le Umpreacher, la prise de Christian, mais il sera contré. Beaucoup de super kicks, beaucoup de near falls. Et puis, au final, c'est Tyler Breeze qui va perdre, qui va être pris dans un. Alors voilà, ça y est, là j'ai le nom. Un Purple Rainmaker, donc la finition, le coup le coup favori de Velveteen Dream. Et la victoire du champion qui conserve. Et puis, voilà, à la fin, les deux hommes se regardent et puis la foule chante selfie, selfie. Donc les deux hommes font un selfie ensemble, mais on sent que c'est un petit peu tendu quand même. En tout cas, voilà, le challenger a échoué, le vétéran n'a pas réussi à reconquérir ses terres de gloire. Qu'est-ce que tu as pensé de cet affrontement, Chris ? Eh ben écoute, j'en ai pensé du bien. C'était alors c'est ce que je disais, c'est que moi je suis pas un acharné de Tyler Breeze, mais par contre je trouvais sympa l'idée qu'un mec du main roster comme ça descende à NXT, vienne challenger un jeune champion comme Velveteen Dream du haut de ses 24 ans et vienne se mesurer comme ça un peu à la crème à NXT. Donc je trouvais le principe sympa. C'était plutôt du coup un match assez facile à builder.
et qui s'est fait dans 2-3 pronos dans les weekly qui ont été plutôt cool à suivre. Donc du coup, même si malheureusement j'avais aucune inquiétude sur le fait que le match allait pas être captivant au niveau du résultat, parce que je me doutais bien que le Dream allait gagner. De toute façon, si tu veux, je voyais pas Tyler Breeze remporter le titre. Donc du coup, ça faisait perdre un peu d'enjeu au combat. Et après, l'ambiance entre les deux, c'était sur le ring, c'était sympa. La fin avec ce selfie où Dream, en fait, il prend le selfie, mais il s'en va après quand même derrière. Hein. C'est pas, ça Ouais. reste pas, tu vois. Il n'y a pas grosse ambiance entre les deux, quoi. Hein. Donc, si tu veux, pour moi, Tyler Breeze, c'est un mid-carder, presque low-carder dans le main roster. Velvet in Dream, si son personnage est bien géré à la WWE, c'est un gars qui peut aller haut dans le main roster. C'est un gars qui a quand même un talent certain. Et pour moi, c'est lui qui porte le match. Tu vois, dans ce Velvet in Dream, Tyler Breeze, c'est lui qui porte ce match. Bah, déjà rien qu'au niveau des gimmicks NXT, enfin au niveau du palmarès, il est plus haut hein, que Tyler Breeze ne le fut à NXT. Ouais. Et puis, je crois que Velvet Team, il a beaucoup plus de matchs marquants à NXT qu'on a eu Tyler Breeze quand même, quoi. Tu vois. Oui. Tyler Breeze, beaucoup de gens se souviennent du match contre Justin Liger, quoi, mais si tu veux, après sortie de ça, il n'a pas fait énormément de choses à NXT. Il a pas Velvet in Dream, là, ça fait vraiment ça fait 3 ans là maintenant que le gars c'est devenu un pilier du show, quoi. Et donc à voir comment ce Velvet in sera traité dans le main roster. Je suis vraiment curieux de voir comment ce personnage va être absorbé par la grosse machine qu'est la Big League, quoi. Et ils en jouent, enfin, je trouve que c'est la première fois qu'ils jouent vraiment sur le fil avec un gars de NXT parce que voilà, Velvet in Dream, il a fait des takeovers avec un slip qui avait marqué Call Me Out Vince. Là, on joue sur la gimmick Call Me Up, pardon. Là, on joue sur ce qu'a dit, sur ce que disait Tyler Breeze. On joue sur le côté voilà, personne va t'appeler dans le main roster. C'est couillu comme angle parce que ben ouais, on sait jamais. Alors il est énormément valorisé, c'est sûr à NXT. Là, il a fait un très gros match. Enfin, moi, j'ai adoré le match. Mais malheureusement, on sait, on sait qu'il y a eu des trucs comme, ben, c'est toujours les mêmes qu'on cite, hein, mais comme Sanity qui paraissait inratable dans le main roster, ou Gable and Jordan, ou AOP qui finalement, bah, on voit ce que ça donne. Donc on est tous très curieux, ouais. On se dit ils peuvent difficilement se rater. En plus le mec a l'air de vendre du merchandising et de faire une ambiance de fou, mais en même temps c'est une gimmick très adulte là, ce côté très masculin féminin, c'est assez inédit. Je sais pas si Vince il aime beaucoup ça. Tout le problème. C'est tout le problème. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur Tyler Breeze. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Là je trouve qu'il a fait un bon match et il n'est pas un main eventer c'est sûr. Mais je trouve qu'il mérite beaucoup plus que ce qu'il a dans le main roster, ne serait-ce qu'en comedy wrestling, là, quand il catchait en étant déguisé contre les Usos et tout, il était génial. Donc je trouve que là, par exemple, dans toutes les histoires autour du 24/7, il aurait totalement sa place. C'est un catcheur que j'aime beaucoup, que je vois bien avec des titres US, des titres par équipe, tout ça. Donc j'étais très content de le revoir en action. Je sais pas ce que ça va donner pour la suite, s'il va rester ou si c'est plutôt un one-shot pour faire une grosse affiche pour le 25e, mais le contrat est rempli, j'ai trouvé. Mais oui, Velvet in Dream, il est là il accroche de plus en plus de noms à son palmarès, quoi. Ah oui, clairement, plus le temps passe et plus il grossit son parcours et il le grossit de belle manière. Hein. Donc c'est pour lui c'est tout bénef hein, d'affronter un gars du main roster, montrer pour lui c'est du tout bénef. Quoi. Bah écoute, on enchaîne. Après ce match de star du selfie, nous passons aux femmes. Les femmes à NXT, ça a toujours été quelque chose d'important. Enfin, ça a été la révolution de la WWE. Elle est un peu née à NXT aussi, et on l'avait vu dans le clip du début. Hein. On a vu Charlotte, on a vu Paige, on a vu Sasha Banks et Bayley, tous ces noms qu'on côtoie encore plus ou moins. Mais là, donc c'est Shayna Baszler hein, maintenant la grande force de NXT. Ça commence à faire très longtemps. J'ai pas sous les yeux son règne, mais ça commence à faire très longtemps qu'elle est championne. À moins qu'il y a eu une interruption, non, dans son règne. Elle l'avait perdu, elle l'a repris, non? Ouais, elle a eu une interruption. Ouais. Ouais, c'est ça. Et avec, pardon?
Avec Kerry je crois. Ah oui, c'est ça. Bah oui, t'as raison. Et ben là, c'est un peu le même style, hein, puisqu'elle affronte Yoshirai. Donc, Kairi Sane, elle est partie. Hein, elle fait partie de l'équipe tag team féminine qu'on ne voit déjà plus non plus à SmackDown, puisqu'on voit plus grand monde. Mais là, il y a Yoshirai donc, qui affronte Shayna Baszler. Le match dure 12 minutes 15, donc c'est un match honnête. Baszler, elle est toujours aussi violente. Et là, elle a visé très tôt. Elle a visé très tôt un bras de Yoshirai, donc le bras à gauche, a priori, d'après mes notes. Et ça a traîné un peu toute l'histoire du combat, puisque Yoshirai a réussi quand même à dominer. Hein. C'est quand on a Shayna Baszler qui attaque fort avec ses coups de poing un combat, on se dit c'est pas possible, elle va tuer tout le monde en 2 minutes. Mais non, la japonaise, elle revient en force, elle va passer un 619, un petit hommage à Rey Mysterio. Elle va plusieurs fois avoir l'occasion de gagner. Il y a eu du moonsault à l'extérieur. Bon, on a eu quand même une intervention des copines des copines de Shayna Baszler, les autres petites UFC, c'est ça? Elles sont aussi. Ouais, enfin, maintenant elles sont Oui, bah non. WWE depuis un moment maintenant. Mais... Oui, bien sûr, mais c'est l'histoire qui nous est racontée. Ouais, Jessamine Duke et Marina Shafir. Voilà, je me souviens jamais des noms, mais par contre je me souviens du nom de la personne qui vient s'attaquer à elle. Donc c'est Candice LeRae, hein, la femme de Johnny Gargano, et puis la catcheuse, hein, évidemment, elle n'est pas juste femme d'eux. On n'est pas comme ça, nous, à Catch Up, qui les attaque et qui les neutralise. Donc ça trouble un petit peu sur le milieu du ring les performeuses, pardon. Et Yoshirai est pas loin d'en profiter, mais malheureusement, elle se fait contrer, elle se fait prendre dans la prise de soumission de Shayna Baszler. Donc par sa prise d'étranglement, là, son clutch. La challengeuse, de mémoire, elle tape ou elle s'évanouit? Je crois qu'elle s'évanouit, non? Elle tape pas, si? Non, elle tape pas, non, je crois pas. Ouais. Je crois qu'elle s'évanouit, hein. Ouais, il me semble aussi, ouais. Écoutez, si vous savez dans les commentaires, je n'ai pas noté ça, mais il me semble qu'elle s'évanouit. Enfin bref, elle perd. Et puis, Shayna Baszler reste championne, sauf que Yoshirai va sortir un kendo stick pour passer au tabac la championne. Candice LeRae avait utilisé un kendo stick pour neutraliser les deux copines à l'extérieur du ring. Et ouais, ça fait quand même un beau beatdown, hein, puisqu'il y a un moonsault avec la chaise de Yoshirai sur Shayna Baszler, qui est championne mais qui est complètement démantibulée. Et donc voilà, voilà, c'est un petit beatdown des gentils sur la méchante, qui est un peu étonnant. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que ce combat t'a plu? Est-ce que Shayna Baszler, toi, ça te plaît? Ouais, le combat m'a plu. Ouais, c'était pas mal. Ça a duré que 12 minutes, à vrai dire. Le combat était pas très long. Donc, si tu veux, il n'y a pas eu vraiment de temps mort, du coup, avec les interventions des deux autres forts horsewomen UFC, là. Et avec Candice LeRae avec son kendo stick. Tu vois, il s'est passé quelques trucs. Surtout que quand Yoshirai, les deux interviennent quand Yoshirai elle veut porter son finish à un moment où Shayna Baszler elle est vraiment dans le dur, où ça va vraiment. Donc du coup le booking du match était plutôt pas mal. J'étais quand même presque surpris que Shayna conserve. J'avais quand même un bon espoir que Yoshirai remporte le match. Et non, ils ont décidé de garder Shayna. Alors Shayna Baszler, moi j'ai un avis un peu sur elle, c'est un peu particulier parce que moi, je trouve que c'est comment dire, c'est une femme unique à la WWE. C'est une catcheuse unique. Ah oui, ça. Par son morphotype, par sa manière de parler, sa manière de se mouvoir, son background de combattante UFC. Alors, je sais qu'elle n'est pas beaucoup aimée globalement, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas ce profil-là qui existe dans le main roster actuellement. Et qu'à NXT, il n'y a pas ce profil-là non plus de toute façon. Elle est vraiment unique en son genre chez Shayna Baszler. Et du coup, mine de rien, elle a fait un paquet de takeovers dorénavant et elle sort des matchs quand même assez solides. Et j'ai de plus en plus d'espoir pour elle dans le main roster. Elle va apporter une touche assez originale à mon avis. Je crois qu'ils avaient un peu tenté ce profil-là avec Sonya Deville, et puis finalement, avec elle, ils sont passés à totalement autre chose.
Shayna Baszler est plus impressionnante physiquement encore que Sonya Deville. Ah oui. Et fait plus bonhomme, quoi, tu vois. Et du coup, Shayna Baszler, je suis quand même. Moi, je commence à de plus en plus être curieux à la voir dans le main roster, qu'ils en finissent avec son règne, qu'on passe à autre chose. Et après, Yoshirai, tu noteras, Yoshirai, finalement, elle a vécu ce qu'a vécu Becky Lynch, c'est-à-dire que finalement, elle a eu des actions de heel à la fin, elle était frustrée. Donc, elle s'est avec un kendo stick, elle lui a mis 2 moonsaults, dont avec la chaise, là. Ça, c'était quand même, hein. Et donc vraiment, elle s'est vengée comme une heel à la fin. Mais le Oui. a continué à l'encourager comme une face. Voilà. Oui. Donc elle s'est fait Shayna Baszler s'est fait pourrir dans le ring alors qu'elle venait de se faire exploser après les moonsaults. Donc c'était quand même pas sympa pour Shayna Baszler. C'était un peu surprenant, ouais. Ouais, c'était un peu surprenant alors que à la rigueur que Yoshirai elle est toujours de la pop positive et tout. Bon bah ok, mais que Shayna Baszler elle a eu une telle hit à la fin de tout ce segment, c'était presque un peu surprenant, quoi. Mais bon, j'ai vraiment l'impression que vraiment Shayna Baszler, elle est appréciée que vraiment par très 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 peu de monde et que du coup, elle obtient peut-être pas toujours les réactions qu'elle a envie d'avoir, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage parce que elle bosse en tout cas, quoi. Bah après, c'est une top heel. C'est très très difficile à notre époque, je trouve, parce que le principe d'un top heel, ça devrait être d'être vraiment détesté, hein, c'est ça, un heel. Ouais, c'est ça. Mais sauf que le problème, c'est que on se retrouve avec un public, un multiple public qui fait que voilà, il y a plein de gens qui vont voir du catch et qui vont adorer Kevin Owens, Brock Lesnar, Samoa Joe. On verra pour le main event, hein, Adam Cole. Voilà, il y a des heels qui sont adorés parce qu'ils sont excellents sur le ring, hein, c'est ça. Et on se retrouve dans une situation avec des heels détestés qui le sont parce que, parce qu'en fait, on n'a pas envie de les voir. Hein, quand Baron Corbin obtient de la grosse hit, c'est parce qu'on a vraiment pas, enfin, parce que vraiment, on n'a pas envie de le voir. On n'a pas envie de voir un combat avec Baron Corbin, il nous saoule. Enfin, moi, c'est mon opinion, hein, mais je veux dire, c'est ce genre de hit, c'est pas la hit du. Et là, Shayna Baszler, elle est un peu. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont dans la hit, voilà, premier degré, c'est-à-dire on n'aime pas la voir. Moi, je l'aime pas, mais je l'aime pas dans le bon sens du terme, entre guillemets. C'est-à-dire, comme tu dis, elle transporte une aura là, elle fait peur un peu, quoi. Tu sais, elle fait peur, elle fait mal. Et je suis d'accord avec toi, c'est assez unique. Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que NXT, enfin, du coup, à NXT, le roster féminin est très petit, donc on dirait que tout est un peu, elle est au top milieu, quoi. Donc je me dis que dans le main roster, ça pourrait encore plus faire ce côté unique que tu as dit, parce que il y aura autour, il y aura les Iconics, il y aura Alexa Bliss, il y aura plein d'autres gens qui ont plein d'autres profils. Ah Mais ouais. ouais. Shayna Baszler au milieu du main roster actuel, là, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ah ben oui, mais ça va être difficile de la faire monter, et ça va être difficile de la traiter. C'est très compliqué quand il donne une aura tellement destructrice. On le voit un peu pour Lars Sullivan ou ça me fait penser au AOP aussi, hein, qui étaient vraiment des masters. Pas facile, hein, la montée. Pour le moment, en tout cas, elle est championne, ça gère. Il y aura un takeover cet été encore avant SummerSlam, donc elle est encore là pour un petit moment, mais ouais, c'est une division limitée, donc ça tourne vraiment autour d'elle, quoi. C'est la reine. Hein. Et ouais. Et ouais. Et là-dessus, on se dirige doucement mais sûrement vers le main event du soir. Donc, c'est un rematch. Hein, c'est le rematch du NXT Championship du dernier takeover. Donc, c'est Adam Cole contre Johnny Gargano. La dernière fois, le titre était vacant. C'était un 2 out of 3 falls match et Johnny Gargano était devenu le champion. Donc, Johnny Wrestling champion, le NXT. Ce soir, c'est la revanche. Donc, Johnny Wrestling a son titre. Shock the System, Adam Cole, le leader de l'Undisputed Era. Le match a duré 32 minutes. C'était un énorme main event, donc très long, très conséquent. Là encore, je vais pas tous vous détailler pour dire le fil rouge du combat, c'était les super kicks. Donc on en a eu dans tous les sens, ça s'est kické dans la gorge à toutes les reprises. On a eu un double super kick à l'extérieur du ring, ils se sont tous les deux frappés en même temps et ça a obligé l'arbitre à compter à l'extérieur, mais ça a pu être contré.
Gargano a passé plusieurs fois des DDT justement sur les cordes au moment de revenir sur le ring, puisque le combat a eu lieu dedans et dehors. Euh, Adam Cole a porté, alors je ne sais pas le nom de cette prise, voilà, cette espèce de prise où il fait, ça ressemble à un Hurricane Rana là, mais qui fait tomber l'adversaire sur la tête. C'est quoi ça? C'est le, Un Sunset Flip Riken Rana ou un truc comme ça. ouais, je ne sais plus. Bref. Pas fait un nombre de prises, mais tellement incroyable pendant ce match que. Ah bah oui, tu m'étonnes. Il y a eu aussi des phases de soumission, donc il y a eu voilà, il y a eu le Gargano Escape, il y a eu Figure 4 Leg Lock en face, ça a été très tendu tout le temps, ça montait, ça montait, ça montait. Adam Cole, à un moment donné, attrape Gargano en lui disant t'as eu ton moment, maintenant c'est mon moment. Et c'est en général quand un heel apostrophe comme ça, un gentil au milieu du match, souvent ça lui fait pas, ça lui réussit pas. Et de toute façon, il est contré, c'est ce qui se passe. Mais il va réussir quand même à s'en sortir. La foule est à fond, comme on l'a dit, là, les Mamma Mia, Fight Forever, NXT, Undisputed. Il y a eu les chants Undisputed, Johnny Wrestling qui se répondaient. Tout d'un coup, Adam Cole est à l'extérieur du ring. Il fait signe, il appelle un peu ses copains, c'est l'Undisputed, mais on ne sait pas trop s'ils vont venir ou pas. Il sort une chaise aussi, enfin je me souviens plus trop dans quel ordre ça se passe. Bref, l'arbitre vient à l'extérieur du ring pour empêcher Adam Cole d'utiliser une chaise. Gargano saute, fait un tombé suicida, mais il percute l'arbitre. Ben ouais, c'est bête ça. Ça arrive. Donc là, évidemment, referee, voilà, un petit kick sur le referee, donc la foule encore plus en délire, puisque Gargano ensuite va passer un super kick à Adam Cole qui tient la chaise, donc Adam Cole se prend la chaise dans la mâchoire, on monte sur le ring, le public compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je sais plus, ça va jusqu'à 11 ou 12, mais l'arbitre n'est pas là. Bref, ouais, donc on a un très très gros match tout le long du combat, et finalement, c'est Adam Cole qui réussit à placer son finisher, last shot, 1, 2, 3, elle a une grosse surprise a priori d'après les pronostics globaux. L'Undisputed Era ne repart pas les mains vides, au contraire, ils repartent avec le plus prestigieux de tous les titres de la soirée. Adam Cole est champion de NXT. Bobby Fish, Kelly O'Reilly, Roderick Strong, ils viennent tous fêter ça. Une superbe image de triomphe collectif. Johnny Wrestling est out et la foule est à fond. Alors c'est impressionnant là parce on arrive sur un vrai cas d'école, hein, on en parlait tout à l'heure. Une équipe censée être top heel qui est au sommet de la gloire, hein, Ouais. qui est très populaire. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Adam Cole, baby. Adam Cole, baby. Oh, baby. Alors, en fait, la particularité de ce match, finalement, c'est qu'il y avait un heel contre un face, mais que le public, il n'était pas dans cette version-là. Il était coupé en deux aussi, mais il n'était pas coupé en deux heel-face, il était coupé en deux Johnny Wrestling face à Adam Cole, quoi. Et il y avait la moitié du public qui était pour Adam Cole et l'autre qui était pour Johnny Gargano, quoi. Et toi? Et ça, du coup, ça a créé une ambiance complètement dingo. Le match était un peu long. Je t'avoue que moi, 32 minutes, ça a été... ils ont tellement envoyé qu'au bout d'un moment, si tu veux, trop de finishers tue les finishers aussi, si tu veux, quoi. Ouais. Il faut vraiment que, tu vois, et ça, c'est un petit truc qui m'a un petit peu dérangé, mais bon, je chipote, hein. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant de enfin, s'il y avait les super kicks qui se sont enchaînés. Alors c'est vrai qu'il y a eu du, comment on appelle ça? Il y a eu du no selling, hein. Il y a eu je sais plus quand, mais à un moment donné, il y en a un qui met un super kick à l'autre. L'autre, il va juste reculer dans les cordes, il prend un peu d'élan, il revient, il en remet un. Donc Ouais, il y avait un peu des moves comme ça, mais il y avait... il y a eu du no sell, mais c'est l'adrénaline, baby. Ouais, c'était ça. Et puis avec le public tellement au taquet derrière, quoi, que c'était un truc de fou quand même, hein. Il y avait une ambiance complètement dingue, quoi, complètement épique. C'était assez fort. Adam Cole, la symbiose entre Shawn Michaels jeune et Frank Dubosc. Ouais, c'est un peu ça, hein. Champion NXT, quoi. Il le mérite parce que ça fait des années qu'il l'a maintenant et qui fait partie des piliers de NXT, hein. Et donc, il mérite de... Moi, je m'attendais à sa victoire, en fait, hein. Moi, après le 2 out 3 falls de dernier takeover, si tu veux, moi, quand même, je me voyais bien l'arrivée de Adam Cole en champion NXT à un moment ou à un autre, quoi. Donc, Ah ouais.
Ouais, moi je le sentais bien, quoi. Donc j'étais pas sûr, mais je sentais quand même bien une victoire d'Adam Cole, quoi. Et après, derrière, on a une image finale avec un clan soudé et les 4 ensemble, et puis voilà, et puis effectivement avec une ovation de la foule, quoi. Alors à la fin du match, ça se termine un peu, ouais, parce qu'en fait, il y a le ref bump. Ouais. Et par contre, bon, ce truc de faire style, les potes, venez les potes, et puis personne vient, bon, ça c'était, ouais, bon, ok, un espèce de coup de pression un peu à ce moment-là, mais bon, comme ça faisait déjà 30 minutes qu'ils s'en mettaient plein la tronche, bon, de toute façon, on n'était pas à ça près, et finalement, il n'y aura pas eu d'overbooking, il y aura eu juste quelques ruses de heel de Adam Cole pour essayer de rappeler un peu au public aussi de temps en temps qu'il était heel, quoi, parce que c'est compliqué de savoir qui était le heel, qui était le face. Ah, ça. C'est vrai que cet alignement, de ce que moi j'ai lu, tu vois, quelques trucs dans la semaine, parce qu'on fait la review relativement tard, et en fait, ça a partagé les gens, quoi, tu vois, quoi, c'est qu'il y a des gens qui ont trouvé ça génial, etc., et puis il y a d'autres gens, en fait, pour qui le fait qu'il n'y avait pas un alignement clair, finalement, dans ce match, c'était peut-être pas assez une histoire, je sais pas, old school, j'en sais rien. Mais moi, si tu veux, moi, comme je pars du principe que si le public est en feu, moi-même, ça me met en feu devant l'écran, et ben ça me dérangeait pas que Adam Cole soit plus ou moins traité comme un face. En fait, on était comme dans un combat de boxe où il y a les partisans ou un match de foot où il y a les Oui, c'est ça. camps, et puis voilà, une finale de Coupe de France, voilà, où il y a d'un côté les supporters X et de l'autre côté les supporters Y. Et ben là, on a eu exactement la même chose dans ce main event de Takeover 25. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis pas. Les alignements clairs. Enfin, c'est des histoires différentes. De toute façon, quand il y a des alignements hyper clairs et hyper caricaturaux, c'est vraiment l'essence du catch et c'est très bien. Enfin, voilà, ça donne des matchs. Moi, le caricature qui me vient en tête, c'est le AJ Styles, Jinder Mahal. Donc là, évidemment, voilà, match de championnat. C'était en Angleterre, en plus, dans un SmackDown. Évidemment, là, c'était voilà, t'as un méchant contre le reste du monde et le gentil que tout le monde pousse. Mais là, c'est comme tu as dit, c'est un match de partisans. Et puis bah, ça fait ça peut faire des grosses feuds. Hein. Bah, il y a eu voilà, l'un des plus grands matchs de l'histoire, ça reste l'Undertaker contre Shawn Michaels à WrestleMania. Il n'y avait pas de heel, donc c'est pareil. Hein. Et puis bah ouais, ouais, Undisputed Era, très très, voilà, j'allais l'appeler Frank Dubosc, du coup tu m'as troublé. Adam Cole, voilà, c'est le côté compétition, tu vois, c'est le ouais, côté compétition de NXT qui ressort avec ce main event, je trouve. C'est-à-dire que là, on ouais. est plus dans une compétition de catch, quoi, tu vois, vraiment, il y a un espèce d'enjeu qui passe au-delà de l'histoire de l'alignement et de l'histoire de je tiens un personnage, voilà, là. On est face à deux compétiteurs qui vont s'envoyer comme des dingues pendant 32 minutes. Et du coup, oui, c'est bien finalement quelque part d'être dans le camp Johnny Gargano, dans le camp Adam Cole. Tu vois, moi, au bout de 15-20 minutes, moi, j'étais dans le camp d'Adam Cole de toute façon. Ah bah moi oui, dès le début globalement. Mais ouais, non, mais après, voilà, c'est Undisputed Era, ils sont très très populaires depuis très longtemps. Hein. Ils ont pas... Après, je regarde pas NXT en weekly, malheureusement, donc je suis pas très légitime face à cette review. J'ai pas l'impression qu'ils. Enfin, si, c'est quand même des bons. C'est quand même des bons escrocs au niveau de triche et tout, mais c'est pas ils sont pas très dirty, j'ai l'impression. Ils sont plutôt beaux gosses, un peu classieux. Ouais, Donc, ils ont quand même fait pas mal de coups de crasse, hein, ouais, ils ont fait des creux. quand même. Hein. Ouais, oui. Ouais, quand même, hein, quand même. Hein. Ok. Ils ont bien tout fait ce qu'il fallait pour se faire détester aussi, quoi. Ouais. Si tu veux, on revient finalement un peu à l'histoire de avec Roderick Strong qui a eu un single match. Tu vois, dès qu'ils sont en 1 contre 1, Adam Cole Mm. quand même en 1 contre 1, c'est du sérieux, quoi. Tu vois, Ouais. ça rigole pas dans le ring, quoi. Et, et je pense que effectivement, il y avait beaucoup de gens dans le public qui attendaient une victoire d'Adam Cole et qui voulaient enfin le voir champion NXT. Ce gars, il a un gros background en indie. Voilà, il a été champion à la Ring of Honor, tu vois, où il est pas Mm. arrivé à NXT par hasard, Non. quoi, tu vois, quoi. Il était dans les tablettes depuis un moment, quoi. Donc, du coup, et puis bizarrement, il y avait plein de gens qui s'attendaient à un split, et puis en fait, ils ont jamais été aussi solidaires tous les quatre à la fin, et ils terminent tous les quatre. Moi, si tu veux, ce qui me pose problème pour l'Undisputed Era, c'est que c'est un clan qui n'a pas de powerhouse, et c'est un clan qui, pour moi, va avoir de grosses difficultés dans le main roster. Bah, Parce que ouais. l'expérience nous a montré que les clans qui montent de NXT dans le main roster ont beaucoup de difficultés, et l'Undisputed Era manque d'un Golgoth. Ah, Moi, c'est mon avis, hein, Mais et que dans le main roster, c'est des cruiserweight, hein, c'est 4 cruiserweight les mecs. Hein. Adam Et Cole, il est cruiserweight? Adam Non. Cole, il est cruiserweight. Adam Cole, écoute, Adam Cole, il doit faire 203 pounds ou 205 pounds.
Ah ouais, je l'aurais vu plus costaud. Autant, bon, les autres, oui, c'est vrai qu'ils sont tout petits, mais Adam Cole, il me paraît. Alors, c'est peut-être parce que les autres sont tout petits, mais il me paraît avoir une tête de plus que tous ses copains quand même. Et... Une tête Ouais. de plus? Ah non, non, regarde bien, il a pas une tête de plus. Que Kelly O'Reilly, tout ça, bon, ils sont tout petits les Non. autres, mais non, peut-être pas, ouais. Bon, écoute. Ah Le plus bah, petit, c'est Bobby Fish, quoi. C'est Bobby Fish le plus petit des quatre. ouais. Ouais, enfin, moi, c'est ce qui m'inquiète avec l'Undisputed Era. C'est pas, si tu veux, leur avenir à court terme à NXT, c'est le passage dans le main roster. C'est-à-dire comment ils vont gérer ce clan-là. Et on verra, quoi. Mais on verra. En tout cas, Adam Cole, je pense pas qu'il est parti pour un petit run de champion. Il va quand même garder le titre un certain moment. À NXT, de toute façon, les champions gardent la ceinture un long moment en général. Bah, pas, pas Gargano, du coup. Pas Gargano, du coup. Ah ouais, c'est vrai que Gargano, du coup, fait un peu. Perd Ouais. encore un match, un titre assez vite. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça. C'est marrant, ça, tiens. Mais Gargano, non, il perd son premier titre, hein. Je crois que on nous a rappelé ce soir, hein, les seuls double champions à NXT, c'est Nakamura et Samoa Joe, hein. Même, même Ciampa et Gargano, ils ont juste eu un règne chacun, je pense. Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils en ont parlé, ouais, effectivement, ouais. Ouais. C'était Samoa Joe et Nakamura qui avaient deux titres NXT. Et puisqu'on en est dans les stats, je pense, je suis quasiment sûr, hein, Adam Cole est le premier NXT North American Champion et puis NXT Champion tout court, non? Ah non, Gargano avait été aussi North American Champion. Ah oui? Eh ouais, eh ouais. Ah, peut-être alors. Il avait Ah, battu qui? Tiens. je me rappelle plus, mais je sais que D'accord, ok, pardon. le champion nord-américain. Il me semblait. Bon, bah c'est le deuxième alors. Bon voilà, donc écoute, de toute façon, au final, quoi qu'il en soit, c'était un gros main event pour terminer NXT, hein, comme ils savent faire, hein, de toute façon, hein, NXT, hein, ça, NXT là-dessus, hein, le main event, c'est quand même super rare d'être déçu, quoi. Hmm. J'ai même pas de souvenir sur les 25, écoute, j'ai vu les 25. Ben ouais, moi aussi, hein. Pas un souvenir où je me suis dit, ah vraiment, le main event, c'était vraiment pourri, ou ah, vraiment, ah non, ça va pas du tout, tu vois. Les Ah, seuls ouais. Les seules déceptions que j'ai pu avoir, c'était parce que ce jour-là, pour tel main event de tel takeover, j'étais pour tel catcheur, tu vois, et que j'étais dégoûté qu'ils perdent. Voilà, c'est tout. Alors pour moi, il y a quand même eu, avec le recul, ben, on peut analyser hein, ces 25 takeovers, on peut prendre quelques instants. Pour moi, il y a vraiment eu, au début, une période d'ébullition avec le début voilà, le début des signatures là, parce que NXT c'est vraiment ce qui a créé cette troisième division hein, de la WWE et qui a permis d'engager tous ces catcheurs de l'indie. Donc il y a eu ce début où il y avait Neville, où il y avait Sami Zayn, où il y avait Owens, où il y avait Baylor, donc tous ces gens qui globalement à part Neville ont bien réussi après. Et ça c'est la première phase. Pour moi, il y a eu la deuxième phase, c'est là où il y a eu un petit coup de mou, juste dans les main events, hein, je parle. C'est la période quadragénaire, c'est justement quand on a eu Joe, Nakamura et Bobby Roode, où ça a été un peu moins ouf, tu vois. C'était pas Ouais, mal. il y avait Baylor qui était là aussi à cette période, quoi, dans la période où il y avait Roode et tout ça, et on a eu. Ah, moi, tu vois, j'ai bien aimé cette période pour le coup, quoi, parce que moi, j'étais vachement étonné de voir débarquer justement des vétérans comme Nakamura ou Samoa Joe à À NXT. NXT. Moi, je Ouais. pensais que c'était des gars qui allaient monter en main roster immédiatement, et finalement qu'on a mis à NXT. Et moi, j'ai bien aimé, hein, j'ai bien aimé ça. J'ai le match, je me rappelle, match en cage entre Joe et Nakamura. Il y a un Nakamura Sami Zayn aussi qui a été. Il y avait Ah Sami oui. Zayn aussi qui se sont croisés en fait avec Nakamura, qui avait été un match monumental. Ah oui, mais ça c'était pas un main event. Là je parlais, ouais, mais oui, c'était un gros match, ouais, c'était énorme. Ouais, excuse-moi, ouais, tu parlais que des main events. Mais Mais oui, c'était un... après, globale sur 25 pay-per-view, elle est quand même toujours au rendez-vous, quoi. Il y a des variations. Après, il n'y a pas à s'enflammer à dire c'est le meilleur takeover de tous les temps, etc. Parce qu'à chaque takeover, on a l'impression que c'est le meilleur takeover de tous les temps, mais c'est pas le cas. Mais la réalité, c'est que par contre, NXT propose des pay-per-view de super bonne qualité à chaque fois. Voilà. Chacun après il trouve son compte. Est-ce que c'est plus ou moins bien que la dernière fois et tout ça, mais au final, on est quand même. Je pense que le WWE Universe est globalement en accord pour dire que les pay-per-view de NXT sont d'une très bonne qualité. Ouais, et donc justement, ben moi ça m'intéresserait tous les deux. J'espère que ça intéressera notre public, qu'on débatte un petit peu sur ça. Donc voilà, on vient d'avoir NXT 25 à quelques jours de juste après Double or Nothing. Donc tu penses que tu l'as vu, n'est-ce pas? T'étais dans la review d'ailleurs de Double or Nothing? Ouais, j'ai fait la review avec Ringside. Salut J'ai- Ringside.
Salut Ringside. Alors j'ai pas eu le loisir, j'ai pas pu vous écouter, donc éventuellement tu vas peut-être répéter à nouveau ton avis, mais ben voilà, donc c'était vraiment le le gros rendez-vous de cette division indépendante qui va affronter un peu la WWE. Hein. Cody Rhodes, il est chaud pour ça. Et bien là, voilà, NXT nous sort quelque chose qui est complètement, à chaque fois, très très différent du main roster. Et en même temps, j'aimerais faire en fait une triple comparaison entre ce qu'on voit pour le moment de la AEW, ce que NXT nous propose, et notamment le lien très fort qu'il y a avec les fans, et le main roster avec, voilà, bon ben, alors le pay-per-view en général on s'en sort à peu près bien dans le main roster, mais c'est Weekly qui nous déprime, ces affiches pour Super Showdown qui arrivent qui nous font pas rêver, ces vieux qui ressortent, cette histoire de troisième heure à Raw que personne n'arrive à gérer. Voilà, qu'est-ce que t'en penses toi du fait que NXT a l'air bah, d'avoir réussi à avoir son public, ses attentes, et voilà, quand on sort d'un pay-per-view NXT, les gens ont l'air en feu, les gens ont scandé toute la soirée, alors que quand on sort de Money in the Bank, c'est pas forcément la même sensation. Ouais, il y a peut-être une forme d'usure aussi du public sur les pay-per-view du main roster, etc. Je sais pas, mais je pense que c'est surtout dû aux storylines, aux weekly qui sont très mauvais depuis un moment maintenant. Et Ouais. l'histoire de la WWE, c'est très très compliqué à analyser. Il faudrait qu'on y consacre une émission en entier, quoi, parce qu'il y a tellement de paramètres, les backstage, tu vois, les luttes d'influence, etc., etc. Oui, bien sûr. Tu vois, pour rester j'arriverai pas à faire un comparatif, tu vois, par exemple, sur le pay-per-view takeover là, de NXT qui s'est passé, puis le Double or Nothing, parce que pour moi, c'est Ah. deux produits différents. Mhm. Parce que, en fait, si tu veux, la carte de takeover, c'est immuable, il y a 5 matchs avec des titres en jeu, etc., avec des histoires au préalable qui existent depuis déjà un moment, une construction de ces pay-per-view. Double or Nothing, c'était une première, c'était la Oui. première, c'était le premier pay-per-view d'une nouvelle fédération. Et où il y a eu la mise en place justement de storyline, de présentation de personnages, de choses comme ça, tout ça mis comment dire, mis en musique Ouais. avec du gros combat dans le ring, avec des surprises, avec des arrivées. Et aussi, si tu veux, Double or Nothing, ça a aussi un truc un petit peu spécial, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de weekly, il n'y a rien. Pour l'instant, Oui, bien entendu. on n'est que dans du showcase presque, tu vois. Mm. Alors que mine de rien, NXT TakeOver, dorénavant, c'est un pay-per-view qui est installé dans le paysage du catch. Ouais. Et tu vois, ils n'ont pas besoin d'en faire des caisses. Alors, c'est aussi la différence avec le main roster, c'est qu'à TakeOver, ils n'en font pas des caisses sur les storylines, sur les backstage, sur les ceci, sur les cela, tu vois. Non, C'est bien sûr. du catch. On a 5 combats et c'est du catch et ça, on voit, quoi. Le main roster, c'est tellement compliqué. Franchement, moi, si tu veux, j'ai déjà donné mon avis. La semaine dernière, j'ai fait les weekly de Raw et de SmackDown, et la semaine dernière a été catastrophique. Et j'ai pas encore écouté le podcast de Giscal et Irem, mais cette semaine, ça n'a pas été beaucoup plus joli. Ah non. Je suis super content que la AEW existe. Je regarderai cette fédération et je suis content en fait qu'il y ait un autre produit, une alternative à ce que propose la WWE. Ça m'empêchera pas de continuer à regarder la WWE en réalité. Mais Oui. la WWE, bah, peut-être que je la regarderai de plus en plus forward parce que ça devient tellement mauvais. Et je continuerai, je pense, à rester assez fidèle au pay-per-view, mais sur les weekly, ça devient tellement mauvais qu'il va falloir qu'ils changent vraiment beaucoup de choses. Et alors que peut-être que la AEW, tu vois, je vais être plus attentif et puis dorénavant, je vais suivre de manière plus conséquente ce qu'ils y font et voir un peu ce que ça donne, quoi. Voir un peu les signatures, voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer comme produit. Moi, Double or Nothing, j'ai beaucoup aimé. Hein. Je crois que j'ai mis 4 comme note Ah oui. lors de la review, tu vois. Je crois que Ringside a mis 4,5, il me semble. Ah oui, quand même. Ah ouais, tu vois, on a bien noté, hein, on a bien noté Double or Nothing. Hein. Donc, Mhm. du coup, écoute, NXT, c'est vachement bon. Enfin, Mm. voilà, côté fan de catch, c'est vachement bon. La AEW, ça risque d'être très bon. Le Mm. main roster, et malheureusement, bah, la Big League, elle a perdu en qualité gravement ces dernières années, on va dire. Mais il manque peu de choses finalement. Ils ont les moyens. Pour moi, la Big League, ça reste la Big League, justement. Tu vois, Bah ils oui. sont devant l'AEW pendant. Tu vois, on en reparlera peut-être tous les deux dans 3, 4, 5 ans, mais je crois pas une seule seconde que dans 5 ans, la AEW sera devant la WWE. Il y a un tel background à la WWE, il y a une telle assise
financière, structurelle, organisationnelle, humaine, tu vois. Bah oui. La AEW, elle est loin de ça, même si il faut pas oublier qu'ils ont des moyens. Ils ont des moyens. Derrière, il y a de l'argent. Ted Turner, il avait de l'argent avec la WCW. Et il n'a pas réussi pour autant. Donc l'argent ne fait pas tout dans ce business. Et non. Heureusement. Il faut des performeurs et il faut un roster de qualité et il faut des bonnes histoires. Ouais. Et là, elle a fait un pay-per-view, elle a proposé des bonnes choses. Maintenant, on verra sur le moyen terme, on va dire. Ouais, t'as raison, ça mériterait une émission de 2 heures rien que pour ça. Donc je sais pas pourquoi on s'emballe, mais non, moi je me suis fait beaucoup la réflexion en fait parce que j'ai vu AEW et j'ai bien aimé, mais c'est vrai que je suis pas du tout fan. Enfin, les weekly en ce moment de Raw et SmackDown me dépriment et je comprends un peu ce qu'ils essayent de faire. C'est-à-dire ils s'accrochent à tout prix à l'idée de fédérer le plus large public possible, et j'ai beaucoup remarqué ça aussi dans le public. NXT par exemple, il n'y a aucun enfant, je sais pas si t'as remarqué. C'est vrai. T'as une similitude par contre avec la AEW, parce que à Double or Nothing, il y avait 80% du public, c'était des hommes. Ouais. Et à NXT, c'est beaucoup ça aussi. Ouais, il y a un peu de femmes à NXT, d'ailleurs on a beaucoup entendu cette dame qui gueulait Adam Cole, et tout le monde qui faisait « Baby !» Ouais, c'est vrai, ouais. C'était rigolo. Mais alors, est-ce que la WWE, je sais pas, est-ce qu'elle se perd pas parce qu'on sent qu'il y a des segments comme les trucs de Bray Wyatt ou par le bras de fer qu'il y a eu là entre Strowman et Lashley qui sont très voilà, c'est des petits sketchs en fait. C'est très petits sketchs maintenant les weekly. C'est très simple, c'est hyper mais simple dans le sens bête quoi. C'est Lesnar, Shane McMahon, tout ça, c'est très très bête. C'est ça s'attaque, ça se trahit, c'est voilà. Et voilà, il y a pour moi, quand j'ai vu NXT TakeOver 25, je me suis dit, AEW, ouais, je vais suivre d'une oreille et d'un œil. Surtout s'il n'y a que des pay-per-view une fois tous les mois ou moins souvent que ça au début, ça va aller. Mais en fait, si le main roster me saoule, en fait, la WWE a réussi ce tour de force, Triple H a réussi ce tour de force de créer le produit différent, quoi. C'est-à-dire que si j'ai envie de voir du vrai catch, des vrais combats, passer 3 heures scotché devant mon écran, c'est NXT le. Là, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai même envie de te dire sur les weekly, quoi. Il y a des weekly à NXT qui sont plus agréables à regarder que des weekly du main roster. Ah ouais, oui. C'est quand même très ennuyeux, quoi, parce que les weekly, c'est le moment où souvent t'as des nouvelles têtes, des jobbers, tu vois, t'as des essais dans les weekly. T'as pas toutes les têtes d'affiche dans les weekly de NXT, loin de là même d'ailleurs. Et ils profitent pour tester. C'est la ligue de développement. Et c'est comme fou que la ligue de développement propose un catch complètement tellement supérieur par moment au main roster. Alors que dans le main roster, merde, à la WWE, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a de la méga qualité, quoi. Ah bah oui. Des catcheurs incroyables dans le main roster, totalement incroyables. Moi qui suis le catch à la WWE depuis le milieu des années 80, voilà, il y a des catcheurs totalement incroyables. Après, tu parlais des petits segments et tout ça dans les weekly. Tu sais, les histoires de bras de fer, de trucs comme ça, il y en a toujours eu à la WWE, quoi. Oui. Tu peux te rappeler de Hogan face à McMahon. Tu peux te rappeler enfin voilà, on pourrait en citer dans les années 80 aussi. Tous ces segments-là, c'est des trucs vus. Le problème, c'est en fait, si tu veux, c'est ça le problème, c'est que c'est vu et revu et revu. C'est des ficelles basiques. Alors moi, j'ai bientôt 48 ans, si tu veux. Alors évidemment, je l'ai tellement vu qu'au bout d'un moment, je suis un peu écœuré. Effectivement, des jeunes de 20-25 ans qui tombent face à ce produit, pour eux, c'est peut-être plus fresh. Mais si tu veux, pour moi, effectivement, c'est de la redite en permanence, quoi. Et alors, le problème, c'est qu'on se retrouve face à une situation avec la wild card rule, etc., où de la redite, tu peux même en avoir maintenant d'un jour sur l'autre. Ben oui. Si à Raw, tu peux avoir un segment Shane McMahon face à Roman Reigns qui met un spear et qui fait ouah, et le lendemain, tu regardes SmackDown et tu as le même segment exactement à l'identique refait avec Shane McMahon qui remet un spear et qui fait le ouah. Et tu dis, mais ils se foutent de ma gueule, en fait, ils l'ont fait hier. Et ils font le lendemain, mais c'est quoi ce foutage de gueule, si tu veux? Et dans le main roster, en fait, c'est plein d'exemples comme ça, quoi, plein de choses. Là, la Wild Card Rule, pour moi, c'est une catastrophe. Hein. Les weekly depuis la Wild Card Rule, c'est une catastrophe. Et de toute façon, depuis qu'on est sorti de WrestleMania, très franchement, je pense qu'à Catch-Up, toute l'équipe de Catch-Up, si on fait un sondage, je pense que tous, depuis la sortie de WrestleMania, on est tous quand même globalement complètement dépités face au weekly de Raw et SmackDown.
Eh ben, écoutez, dans les commentaires, si vous êtes encore là ou si vous n'êtes pas trop déprimé, n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse. On pourrait organiser un petit débat, une petite table ronde. Je sais plus de quand date la Wildcard Rule, ça doit faire plus d'un mois maintenant. On pourrait faire un petit bilan là. Alors, bon, il y a le Super Showdown aussi qui est un pay-per-view quand même très spécial qui oriente un peu les weekly avec des Lesnar, des Shane McMahon, des Triple H, tout ça. Mais on pourrait faire un petit bilan, ouais. En tout cas, à NXT, globalement, on est tous satisfaits. C'est vrai, moi, ça me pose question, hein, c'est que, à part des cas très exceptionnels comme, je vois surtout Rollins et Owens, en fait, il y a beaucoup de superstars de NXT qui ont vécu, pour le moment, le meilleur moment de leur carrière WWE à NXT. Hein, Sami Zayn, c'est NXT, son heure de gloire. Non, mais Même Finn Balor, hein. Ouais, la montée, Andrade, Ouais. la montée pour les gars qui arrivent de NXT dans le main roster s'avère très compliqué, et ce depuis le début, hein, Oui. depuis la création de la nouvelle forme de NXT, depuis Arrival, voilà, il n'y a pas à tortiller, hein, c'est très compliqué d'arriver de NXT et de réussir sa carrière en main roster, hein. Ça s'avère quelque chose de très compliqué. Bah, il y avait Owens qui avait commencé. Oui. Ouais. Il faudrait faire un débat comme ça. Ah, si on avait des moyens, un catch-up, tu vois. Je sais pas si tu connais l'émission Bureau Ovale. Je sais pas, c'est une émission qui parle de rugby sur YouTube. Et On peut faire pareil. ils font un chouette plateau et tout, quoi, avec des chouettes micros, machin, etc. Et ils font des grands débats comme ça. Envoyez-moi des sous, les gens de catch-up, là, pour qu'on monte une émission de débat catchesque sur YouTube. Oui, moi vous m'envoyez 15 euros, ça me fait un Wigo pour partir à Paris et puis on se fait un plateau. Hein. On te fait un plateau. Allez, Ouais, ça- un beau Bon, plateau. Un beau plateau catch-up. voilà, allez, bon Chris, écoute, on va juste finir cette review quand même et on analysera tout ça une prochaine fois. En tout cas pour NXT, c'était chouette, donc je veux bien ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Waouh, bah écoute, mon flop, c'est vachement difficile de mettre un flop dans ce pay-per-view. Et Franchement, ce takeover m'a bien plu, tu vois, même le match féminin, en plus qui a pas été très long et tout ça, avec un finish un peu surprenant, avec une Yoshirai qui pète un peu les câbles et tout. Du coup, des 5 combats, j'ai du mal à dire un flop. Ouais. Alors, le flop, je vais le donner, je vais peut-être le donner dans le ladder, donner à, mais pas, c'est pas par punition que je vais peut-être le donner à Ornay et Lorcan, que j'ai trouvé la paire la plus, comment dire, la plus absente, pas absente, c'est pas le mot, mais la plus effacée. Ah ouais, Voilà. ouais. Et je les ai pas trouvés, tu vois, je les ai vus dans d'autres matchs de tag team où ils étaient vachement mieux, vachement meilleurs, vachement plus impliqués, j'ai trouvé, quoi. Je sais pas, enfin, voilà, mais c'est vraiment, enfin, franchement, je chipote à mort, hein. Ouais. C'est parce qu'il fallait trouver un flop, alors. Eh. Excusez-moi les chauves, hein. En plus, par solidarité avec vous, je suis chauve. Donc, bien ça, quoi. Et mon top, oh là 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 là. C'est une vraie galère, en fait, hein, Ouais. une vraie galère, hein, parce que mon top, j'ai beaucoup aimé l'opener, beaucoup aimé le Riddle versus Strong. J'ai trouvé le main event un chouille trop long, mais avec une telle ambiance que c'était quand même un truc de fou. Mm. J'ai trouvé le ladder match quand même bien puissant. Voilà. Eh ben écoute, le top, je vais le donner à Takeover 25 pour l'ensemble de son œuvre. Voilà, pour le 25e numéro de ce pay-per-view, eh ben je lui dédie un top. Voilà. Et donc, Represent Takeover 25. et la note? Ma note, ça va être un 4,25. Oh. Eh ben, on n'est pas passé loin de l'exploit, hein. Oh putain, j'ai jamais donné un 5 encore, hein, depuis que je suis à catch-up, hein. Jamais, hein. Et un 4,5, je crois que ça m'est déjà arrivé, mais un 5, jamais. Mais là, je vais donner un 4,25, et donc voilà. Ça m'a bien plu, cette affaire. Ah bah écoute, moi, je vais oser, parce que j'ai vraiment kiffé, je mets le 5. En plus, c'est un... Alamco, baby! Yeah! Hell, baby! Je mets le 5, tout simplement parce que, comme toi, je ne vois pas de flop, et du coup, quand on met un 5, eh ben, c'est tout à fait logique de ne pas avoir de flop. Oui, voilà. Donc, bouf, je m'en sors. Non, Bam! j'ai adoré, et en plus, alors je vais le confier maintenant, ce qui est très drôle, c'est que j'avais complètement zappé ce Takeover 25. Je suis allé sur un site de catch bien connu, puisque c'est Vox Catch qui accueille les cahiers du catch dont nous faisons partie, pour voir je sais plus quoi, vendredi soir ou samedi soir. Attends, c'était quand Takeover? C'était vendredi ou samedi? Samedi. Ouais, bref.
Alors donc je suis allé sur Vox 4 dimanche pour voir, je sais plus, je crois que c'était pour voir quand est-ce que c'était exactement Super Showdown, bref. Et je suis tombé de suite évidemment sur les spoils de tous les résultats. J'ai été dégoûté, je me suis dit bon je vais regarder quand même. Et en fait, c'était génial quoi. Alors j'ai pas eu le spoil de tout, mais en gros je savais pour Velvet in Dream et pour Adam Cole, donc c'est voilà, les deux plus principaux quand même. Ouais. Et je m'étais dit, bon, ça fait un peu chier, et en fait, c'était ouf, et puis je suis très content le public, l'ambiance, et puis bah moi j'adore Adam Cole, et j'aime beaucoup l'Undisputed Era, je sais pas trop s'ils vont les faire monter en équipe, ou s'ils vont les séparer avant, mais en tout cas, voilà, c'est de l'or en barre. Voilà, NXT pour moi c'est la meilleure division de catch que je connaisse, je regarde pas beaucoup ailleurs, mais pour le moment je suis complètement conquis. Du coup, bah, top général, je vais mettre top à l'ambiance. C'était tellement bien qu'on en redemande. Ça serait vraiment bien. Alors, je sais pas trop ce que ça donne en interne, mais je sais pas. Vince a l'air de plus savoir comment on attire le public, hein. Il nous fout des lumières bizarres pour la 3e heure, il nous fout du 24/7, il nous fout des ceintures féminines. Moi, j'aimerais bien qu'ils disent un jour, bon, bah, allez, Triple H, puisque c'est Triple H qui a l'air de tenir un peu le truc. Bon, bah, allez, hein, au point où on en est vu sur les audiences, vas-y. Teste 6 mois tes ingrédients de TakeOver et de NXT, puis on verra ce que ça donne. Parce que voilà, il y a du talent, et là, quand on a des pay-per-view comme ça, on sent qu'il y a de quoi faire. Je pense qu'il y aurait de quoi faire exploser les ratings, mais il faut tenter, il faut oser. Alors, c'est pas adaptable totalement au main roster, bien sûr, parce que les weekly, c'est des marathons, mais c'est ça qu'on veut, quoi. On veut des bons catchs, on veut pas regarder un Raw et pendant 3 heures qu'il n'y ait pas un seul bon match. Moi, c'est mon opinion. Et elle est respectable. Et voilà. Bah écoute, on en a fini, Chris. On va dire à tout le monde merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous êtes d'accord avec nous. Si vous n'avez pas du tout aimé Takeover, ça nous intéresse de savoir pourquoi. Si vous avez... Oui, complètement. Voilà. Ça m'intéresse à mort. Moi, j'espère qu'il va y avoir des haters qui vont dire: ah, mais à catch-up, ça va pas. Ils sont trop enthousiastes. On va les démonter dans les commentaires. Allez-y, lâchez-vous. Allez-y. On est couvert d'or et de noir. Là, on est prêt à tout. Et puis, justement, si vous voulez vous affronter à nous, et puis, ou alors nous encourager, hein, vous avez le droit, on prend aussi. Hein, ça sera sur YouTube, sur iTunes, sur PodCloud ou sur Spotify ou par les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et puis Twitter pour les anciens. Je te remercie d'être là avec moi, Chris. Donc, tu as fait du bon boulot, hein. Je précise, vous l'aurez peut-être compris, moi, j'ai pas trop pris de notes et j'avais pas tous les prises et les enchaînements des matchs en mémoire. Donc, Chris était là pour nous rappeler les gros spots. Voilà, Avec donc. plaisir, mon bon Raphaël, avec plaisir. Avec plaisir. Bon, et merci à toutes et à tous. Alors, je vais dire une phrase horrible qui va suivre, mais je vous souhaite à tous un bon super showdown. Ouh, allez, on va s'éclater. Bon, et puis à Takeover 50, hein, on espère être encore là et que ça sera tout aussi bon. Donc on sera sur un beau plateau. Voilà. Allez, merci à toutes et à tous et bonne semaine pleine de catch. Ciao. Salut Raphaël, salut peuple de catch-up. Catch up, baby!